Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission en public depuis l'école alsacienne, que je remercie une nouvelle fois de nous accueillir dans son théâtre qui est absolument plein. Il y a beaucoup de nouveautés en ce début d'année. La première est que nous sommes retransmis sur YouTube. Au moment même où nous sommes en train de vous parler, nous le sommes uniquement sous la forme audio, car je tiens à ce que, personnellement, je considère que j'ai un physique de radio et qu'en dehors de Lucille, il est possible que ce soit le cas d'autres participants de cette émission. C'est donc la première des nouveautés. La deuxième des nouveautés, dont je ne saurais me passer de vous faire part, c'est que nous avons été célébrés par un quotidien britannique qui n'est pas le plus francophile de ces quotidiens, qui est le Guardian, qui, à notre propos, a écrit que nous nous exprimons dans une langue fluide, dépourvue de passion, et aussi bien à propos des élections de moyen terme aux États-Unis qu'à propos du budget italien, c'est exactement, conclut cet article, le genre de français que nous aspirons à connaître. Cette reconnaissance internationale, merci beaucoup. On a attendu un article en 20 ans. Oui, mais il arrive au bon moment. Je vais donc vous donner quelques nouvelles. Rassurez-vous, le temps que je prends pour vous donner des nouvelles de notre petite entreprise sera décompté et donc l'émission sera prolongée d'autant. Bien entendu, tout à l'heure, après le premier enregistrement, les réactions de la salle, les questions de la salle, sous la forme du BADA qui seront mises en ligne mercredi de la semaine prochaine. Donc, quelques nouvelles de notre petite entreprise. J'ai souvent soutenu que le podcast aujourd'hui pouvait tenir les promesses de diversité, d'esprit d'initiative, d'indépendance, de liberté de l'esprit que les radios libres ont trahi ou à tout le moins oublié dans les années qui ont suivi leur autorisation. Évidemment, je ne pense pas que les podcasts puissent jamais atteindre et moins encore dépasser les audiences des radios hertziennes. Mais il me semble que c'est précisément parce que ces radios hertziennes ne s'apprécient plus elles-mêmes et les unes par rapport aux autres qu'en fonction de leurs audiences, qu'elles se condamnent aux précautions par rapport aux idées admises, à la pensée officielle, aux divers pouvoirs, bref, à ces académies que le sociologue de la culture Philippe Urfalino a fort heureusement baptisées des académies invisibles, et aussi qu'elles se condamnent à la timidité, last but not least, aux intimidations des réseaux sociaux. C'est cette monomanie de l'audience qui rend les radios hertziennes frileuses lorsqu'il s'agit d'accueillir des projets ou des talents inédits, aussi bien que de maintenir des émissions d'âge mûr et des savoir-faire chevronnés, sans oublier la lourdeur de leurs appareils administratifs et de leurs protocoles alambiqués dont nul ne sait plus la justification. J'ai été pendant de longues années producteur dans le service public, j'y ai apporté des idées, par exemple la prochaine fois je vous le chanterai, ou l'esprit public, que les responsables des antennes ont accueilli avec ce que j'appellerais un scepticisme bienveillant. Même lorsqu'ils doutaient que mon idée soit bonne, ils m'ont donné les moyens de l'essayer. Cette attitude perdure-t-elle ? C'est une question qui mérite d'être posée, et c'est parce qu'elle mérite d'être posée que je soutiens que le podcast est l'avenir de la radio. Mais cet avenir a un coût. Et même si ce coût est faible, voire dérisoire par rapport à celui des grosses machines hertziennes, il nous faut les moyens d'y faire face. C'est pourquoi je ne cesse, au risque de vous tympaniser, de lancer des appels aux abonnements. De l'abonnement de base à l'abonnement de soutien, vous trouverez sur notre site www.lenouvelespritpublic-sans-séparation.fr toutes les possibilités d'assurer l'avenir de cette entreprise, née dans l'enthousiasme et grandie grâce à vous. Et nous allons d'ailleurs sans tarder remercier certaines et certains de nos abonnés, et pour ma part, Christine Louis, Philippe Mouly, Jean-Baptiste Goulard, Annie Lorenzo, Franck Dubois et Philippe Mazot. Je remercie au nom du Nouvel Esprit Public Christophe Belliot, Yann Lehegara, Alice Delalambe, Frédéric Olivier et Hervé Gourion. Jean-Louis Bourlange.
Oui, bien moi je remercie Jean-Yves Erard, Armand Suchet, Suzanne Bonnet, Valérie Blaiseau et Vincent Barthes. Lucille Schmitt. Et moi, je remercie Benjamin Wiesenfeld, Claire Bisson, Diane Souffron, Luc Aguirre et Gilles Lonqueux. Lionel Zinsou. Toute notre gratitude à Alexander Tirel, Thomas Joindeau, Josiane Baruton, Éric Trousband, Christiane Carrier. Merci. Nous allons maintenant essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée et nous commencerons par le 9e acte des Gilets jaunes. Hier, samedi, 84 000 manifestants ont participé à cet acte 9. Cela aura été l'occasion de constater que depuis le 19 novembre, le théâtre des opérations de ce mouvement ne cesse de se démultiplier et de se déplacer. Certaines villes comme Bordeaux et Toulouse sont des foyers importants et constants de manifestations. Au moins 5000 participants au défilé organisé hier dans ces deux villes, à peine moins qu'à Paris, où les manifestants étaient 8000, dont 74 ont été placés en garde à vue. À l'appel de certaines figures historiques du mouvement, 6000 personnes se sont rassemblées à Bourges, ce qui place cette ville juste après la capitale pour le nombre de manifestants. À Bourges et ailleurs, des leaders émergent ou ont émergé ces dernières semaines. Certains d'entre eux faisaient partie des 8 porte-paroles désignés par les militants fin novembre. D'autres annoncent des initiatives en rapport avec les élections européennes à venir, voire la création d'un mouvement politique. On voit apparaître ici et là les prémices d'une organisation et certains groupes de gilets jaunes ont accepté de déclarer leur manifestation en préfecture pour éviter les débordements des précédents samedis. L'une des réclamations les plus répandues avec le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune est la création d'un référendum d'initiative citoyenne dont les modalités et la portée ont autant de définitions qu'il a de partisans. Les demandes d'augmentation du pouvoir d'achat et de baisse de certaines taxes sont constantes, mais beaucoup des revendications dont on a connaissance sont saugrenues ou inconséquentes, tandis que d'autres paraissent manipulées par des lobbies ou par des groupes politiques. Et tandis que le Rassemblement national et la France insoumise affirment qu'il existe des liens de parenté entre eux et les Gilets jaunes, le gouvernement n'a pas d'interlocuteur patenté à la veille du lancement du grand débat national dont l'organisatrice, Chantal Joanneau, vient de lui faire faux bond après que la publication de son salaire a suscité une vive agitation sur les réseaux sociaux et au-delà. Emmanuel Macron tente d'apaiser les tensions en se rendant personnellement au contact des Français, comme il s'apprête à le faire dans l'heure, mardi prochain. Et le chef de l'État adressera également aux Français en début de semaine prochaine la lettre qu'il avait promise lors de ses vœux. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Vous nous aviez posé une question pour cette reprise d'émission du Nouvel Esprit Public, c'est comment en sortir. Je crois que c'est ça qui est important et on voit bien qu'en ce début d'année, on est à l'acte 9 des Gilets jaunes. On sait que quand une pièce de théâtre est bonne, il faut un dénouement, il faut 3 actes maximum. Et donc moi, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est d'écrire en ce début d'année une nouvelle pièce de théâtre où les acteurs seraient infiniment plus nombreux que les Gilets jaunes d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. On le sait bien, et d'ailleurs, le premier à l'avoir dit, c'est Laurent Berger. On le sait bien, la question des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs est posée maintenant d'une manière extrêmement forte et de plus en plus forte depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Il a été élu contre l'ancien monde, les partis politiques et les syndicats. Il s'est targué d'avoir installé un nouveau monde, mais le sujet, c'est que le nouveau monde doit être structuré et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin, pour construire une démocratie, d'avoir ces corps intermédiaires, ces personnalités aussi, ces voix qui représentent la démocratie. L'un des paradoxes du mouvement des Gilets jaunes, vous venez de le rappeler, Philippe, c'est que petit à petit, des voix émergent en son sein, une structuration démocratique apparaît, à côté par ailleurs d'actes de violence qui sont très répréhensibles et qui ont un impact important sur l'activité économique. Il serait paradoxal qu'en face, le discours d'Emmanuel Macron soit par exemple de dire qu'il ne va pas recevoir les syndicats parce qu'il va se consacrer au grand débat national dont les contours sont pour le moins flous et qui n'apparaît pas comme une sortie de crise à ce niveau-là. Le sujet, c'est bien aujourd'hui de réactiver ce qu'est la structuration démocratique, à la fois en termes juridiques. Je crois qu'il faut être extrêmement, impitoyable sur la question des incivilités et des atteintes à l'ordre public,
et en même temps, si je puis dire, organiser ce qu'est une démocratie politique et une démocratie sociale. Sur ce point, pour l'instant, le pouvoir pêche par un excès, comment dirais-je, de confiance en Emmanuel Macron comme une sorte de... je ne sais pas comment le dire, est-ce Jupiter, mais en tout cas, on ne peut plus croire en Jupiter après les Gilets jaunes, et ça, c'est un point important. Deuxième sujet important également, pour en sortir, il faut avoir en tête, et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, que nous avons une perspective politique qui est celle des élections européennes, et aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes essaime en Europe. On voit bien, par exemple, que du côté de l'Italie, du côté du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio dit qu'il va organiser des Gilets jaunes à l'échelle des Yellow Jackets, comme on dit aujourd'hui en Angleterre, à l'échelle européenne. Faisons attention à ce qu'après avoir été un modèle en termes de renouvellement du monde, aujourd'hui les Gilets jaunes deviennent une sorte de modèle au niveau européen. C'est un danger. Troisième chose que je voulais dire, il me semble que la question des voix de la Macronie est posée aussi en termes de gouvernement et de parlement. Je crois que Nicolas parlait des institutions. Je crois qu'il faut redonner de l'importance aux institutions et qu'aujourd'hui, les députés de La République En Marche, d'une certaine manière, peut-être que Jean-Louis en parlera mieux que moi, ne sont pas devenus députés à part entière. Pourquoi ? Parce que ils sont certes attaqués au nom d'Emmanuel Macron dans leurs locaux parlementaires. Ils sont insultés, ils reçoivent des menaces de mort, ils sont la cible des incivilités, mais la question de leur voix politique est posée. Comment fait-on pour donner à la démocratie française, d'Emmanuel Macron, des voix politiques qui permettent de structurer un avenir commun ? Je crois que c'est un projet qui est un beau projet et dans lequel à la fois les syndicats, les parlementaires, les citoyens qui ne sont pas gilets jaunes peuvent peser, et ce, dans une perspective où les élections arriveront fin mai et où il est temps de réagir. Lionel Zinsou. Écoutez, comment en sortir ? Moi, je crois que le grand débat va être très intéressant. Ça commence très bien puisque, grosso modo, personne n'y croit. Donc, il vaut beaucoup mieux partir dans le scepticisme général, en ne voyant pas du tout comment ça va s'organiser, comment les plateformes vont fonctionner, avec le scepticisme des maires qui disent que ça ne les regarde pas, grosso modo. Et donc, au fond... Pour l'instant, tout le monde a l'impression que ça va être un échec, ce qui est beaucoup mieux que s'il y avait des attentes extrêmement positives et exigeantes. En réalité, pour que ce soit représentatif, il faudrait qu'il y ait plus de 300 000 personnes que le mouvement des Gilets jaunes a atteint au début, à l'acte 1, 2, 3. Donc c'est mobiliser quelques centaines de milliers de personnes pour que ce soit représentatif. On avait, avec La République En Marche, qui devait avoir 360 000 inscrits, au fond, fait bouger les lignes. Donc, la question, c'est comment impliquer dans 36 000 communes quelque chose qui ressemble à plus de 400 000 personnes. Franchement, c'est très facile à atteindre. Hein, ça fait 10 personnes par commune et ça fait un tout petit nombre des membres des réseaux associatifs. Donc je pense qu'en fait, il y aura une participation par millions de Français, que c'est l'expérience la plus profonde, la plus générale depuis les cahiers de doléances. Donc c'est incontestablement quelque chose qui va être neuf. On voit très bien quelques grandes lignes de changement institutionnel sur lesquelles il va y avoir débat. Enfin donc, moi je pense que c'est une des façons d'en sortir et qu'elle est positive. Je crois aussi qu'il faudrait rompre avec quelque chose qui est très curieux, notamment quand vous observez la France d'un petit peu plus loin que les frontières françaises, c'est le discours de la misère, d'une crise profonde, d'une mauvaise conscience terrible des élites qui accompagne ce mouvement des Gilets jaunes. Au fond, quand même, quand on est un tout petit peu sociologue, on regarde un désordre social comme celui que présentent les Gilets jaunes, non pas nécessairement comme la preuve que tout va mal, que la pauvreté augmente, que les inégalités augmentent, toute chose qu'on ne trouve absolument dans aucune statistique, puisqu'on trouve tout à fait l'inverse. On trouve un record de croissance en 2017, une progression de l'égalité unique parmi les pays de l'OCDE depuis le début de la crise. On trouve une année record de pouvoir d'achat. En réalité, moi je pense que ce n'est pas une situation de désordre et d'anomie
comme celle à laquelle nous assistons, n'est pas le signe d'une misère, c'est le signe d'un progrès social, un peu comme, si vous voulez, dans la théorie sociologique du suicide. On ne se suicide pas pendant la guerre, on se suicide dans l'après-guerre. On ne se suicide pas statistiquement dans les périodes de crise économique. Au contraire, là, on est soudé par l'adversité. On se suicide dans les périodes de prospérité et de retour à la prospérité. Le mouvement des Gilets jaunes est un peu un mouvement de désordre social anomique qui traduit, la dynamique du progrès social, qui est très forte, mais qui laisse un certain nombre de gens exclus. Même si les progrès en moyenne sont très forts, il y a des exclus qui ne participent pas de la moyenne, et c'est beaucoup plus insupportable, au fond, de se sentir marginalisé et exclu dans une période de retour à l'emploi, de retour à la croissance, de retour à un modèle social efficace. C'est beaucoup plus difficile à supporter. Donc, partons de l'idée que le mouvement est un mouvement signe de prospérité dans une situation où une partie des classes moyennes se sont trouvées marginalisées par rapport à la majorité, et partant de ceci qui est plus positif que le discours du misérabilisme, faisons confiance au débat pour essayer de ramener ces exclus, qui ne sont pas les plus pauvres, mais ces exclus des classes moyennes, exclus du progrès social moyen, essayons petit à petit de voir le côté positif du débat qui s'ouvre. Nicolas Bavrez. Je crois que, de fait, on constate le pari perdu d'Emmanuel Macron du fait que ce mouvement allait s'épuiser. Et comme on l'a dit, ce mouvement ne s'épuise pas. En revanche, il change et il mute. Mais derrière, on a bel et bien une crise politique qui est la plus sérieuse depuis mai 68, avec des cascades de revendications qui sont assez contradictoires, une dynamique de haine sociale et de violence qui reste présente, le chaos du gouvernement, puisqu'on a vu quand même sur la taxe d'habitation 3 positions le même jour, donc ça nous rappelait les très riches heures de François Hollande, et enfin une défiance généralisée sur le président de la République, qui est maintenant clairement détesté par une partie de la population, et surtout une défiance sur les institutions et la démocratie. Donc c'est une situation qui est une situation sérieuse. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que Emmanuel Macron et son gouvernement sont dans l'impasse. L'impasse, elle est économique, parce que la croissance va être autour de 1,3%, le chômage 9%, la dette publique 100%. On est de nouveau dans un pays qui est à l'arrêt et qui décroche. Sur le plan social, il y a toutes les fractures et cette décomposition de la classe moyenne qui vient d'être évoquée. Et sur le plan stratégique, tous les moteurs, ce que Emmanuel Macron avait mis au cœur de sa stratégie, tout ceci a été démonté par la crise des Gilets jaunes. Donc il y avait l'idée de remettre l'économie en route par la production et le travail. Il y avait la transition écologique et il y avait la refondation de l'Europe. Tout ceci, aujourd'hui, n'existe plus. Alors, voilà la situation, voilà l'impasse. Et ce qui est très important, c'est que donc, on ne peut sortir d'une crise politique que par une stratégie politique. Et cette stratégie politique, aujourd'hui, n'existe pas. Et pour moi, c'est la chose la plus préoccupante. Je m'explique. Aujourd'hui, que fait-on du sécuritaire et du technocratique ? Le tout sécuritaire, évidemment que les violences sont inacceptables, il faut rétablir l'ordre public, mais on ne peut pas fonder une stratégie politique uniquement sur la sécurité. Pour ce qui est du débat, je regrette, mais ce débat n'est pas du tout un grand débat politique, c'est vraiment un exercice totalement technocratique et pour moi biaisé. Pourquoi ? Parce que les conditions du succès, ce sont la clarté, l'indépendance, la participation des citoyens et le fait d'avoir des conclusions opérationnelles. Le fait de n'avoir 6 semaines après les annonces du président de la République, on n'a toujours personne pour conduire ce débat. Et on n'a toujours personne pour conduire ce débat parce qu'il y a un biais fondamental, c'est que c'est Emmanuel Macron qui entend le piloter et faire le tour des mairies de France. Et ça, c'est un biais qui est un biais énorme et qui fait que ça ne peut pas marcher puisqu'il devrait être en retrait et ça marque.
c'est surtout la marque qui n'a toujours rien compris, puisqu'il continue à se surexposer et à vouloir expliquer aux Français comment il faut conduire le débat, au lieu d'essayer de laisser les choses se faire. Donc dans ces conditions, je crois que la participation, je doute fort qu'elle soit si importante que ça, et en tout cas, ça va biaiser d'emblée les conclusions si elles sortent. Alors ensuite, il y a les institutions. Comment est-ce qu'on peut sortir d'une crise politique? Il faut quand même revenir à la base. Donc on peut en sortir par un changement de Premier ministre. La seule difficulté, c'est que ce n'est pas le Premier ministre qui est aujourd'hui visé, c'est le Président. On peut en sortir par une dissolution, mais là, ça veut dire une cohabitation, et une cohabitation, on ne sait pas avec qui. Et enfin, un référendum, mais un référendum sur quelle question? Et quelle que soit la question, aujourd'hui, à défaut de connaître la question, on connaît la réponse, c'est non. Et voilà donc la difficulté qui se pose. Alors, comment est-ce qu'il faudrait prendre les choses? Et c'est là qu'on a le blocage complet d'Emmanuel Macron qui n'arrive pas à se réinventer. Comme il a été dit, on est toujours dans le face-à-face président de la République, gilet jaune. Il n'y a aucune remise en question du mode de gouvernement autoritaire, arrogant, technocratique et centralisé, bien au contraire. Et la deuxième chose, c'est que, je le répète, il faut faire de la politique. C'est incroyable que, vous voyez, les thèmes du débat, c'est la fiscalité, l'organisation de l'État. On nous explique que la grande idée, c'est qu'on va mettre des indicateurs de performance. Effectivement, avec ça, on va sûrement mobiliser les citoyens. Et personne ne prononce, par exemple, le mot de nation, alors que la priorité, c'est avec un pays qui est maintenant complètement éclaté, une société atomisée, des individus révoltés. La seule vraie question, c'est comment on refait la nation. Et cette question, elle est fondamentalement politique. Et si on ne veut pas traiter cette question politique, eh bien, on n'arrivera pas à sortir de cette crise. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis embarrassé parce que généralement je fais toujours des plans en deux parties. Premièrement, tout va mal, et deuxièmement, je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas s'améliorer. Et maintenant, je suis avec Nicolas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il a pris mon plan. Alors heureusement, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis un peu plus d'accord avec ce qu'a dit Lionel, mais pas complètement. Je crois que Lionel a eu parfaitement raison de signaler, comme on dit en météo, la différence entre le froid ressenti et le froid réel. Et qu'il y a un écart absolument gigantesque entre les réalités objectives auxquelles nous sommes confrontés et la façon dont les gens le vivent. C'est pourquoi j'ai proposé, c'était une boutade, mais peut-être faut-il y donner suite, de créer un club qui s'appellerait 2 et 2 font 4. Parce que je crois que le retour au réel s'impose. Là où je ne suis pas d'accord avec Lionel, l'esprit paradoxal, toujours imaginatif de Lionel, c'est quand il nous dit que c'est parce que ça va bien que ça va mal. Là, je ne crois pas chez Lionel que l'anomie, qui est effectivement la situation caractéristique de la société française, une crise profonde des normes, un affrontement des catégories à la fois sociales, culturelles, religieuses, qui sont portées par des valeurs différentes, je ne crois pas que cette anomie soit en soi un progrès. D'autre part, même si la situation objective est bien celle que vous dites, en réalité, je comprends très bien l'anticipation de nos concitoyens à la vue, à la perspective d'un 21e siècle qui n'est pas porteur des mêmes perspectives de progrès que le 20e siècle. Et donc, il y a une angoisse profonde vis-à-vis des enfants en particulier. Quel monde va-t-on leur donner? Alors, moi, je voudrais me concentrer sur les gilets jaunes. On a tout est dit, redit, etc. Certainement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais me concentrer sur le problème du débat. Parce que, en tant que parlementaire, je sais pas, Lucie m'a dit, je sais pas très bien ce que je peux répondre à Lucie, donc je ne répondrai pas sur est-ce que les parlementaires ont un rôle. Je peux dire que dans mon cas, la réponse est non. Bon, mais sauf d'être à Nouvel Esprit Public, mais comme vous savez, c'est pas nécessaire d'être parlementaire pour y être. Donc encore raté, caramba, encore raté. Bon, mais en revanche, sur le débat, je suis inquiet parce que je crois effectivement qu'il y a une idée, mais que cette idée que tout ça repose sur une interprétation fausse de ce qu'est la politique et de ce qu'est un débat politique. Je pense que là, ce qui caractérise les Gilets jaunes, c'est de croire que que la politique s'est faite de mesures
indépendantes les unes des autres, donc des mesures du moment qui ne sont pas enracinées dans une continuité, qui ne débouchent pas sur une perspective, et d'autre part des mesures atomisées, alors qu'une politique, c'est tout le contraire. C'est un ensemble cohérent de dispositions au service d'une stratégie politique qui se déroule dans le temps. Et c'est ça qui justifie le fait que les élus, le président de la République, les parlementaires, ont des mandats qui comportent une certaine durée et ne sont pas révocables en tant que tels. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je me rappelle, un homme m'avait profondément marqué dans ma jeunesse, c'était un gaulliste de gauche, illustre juriste, René Capitan. Il avait fait une critique à partir de la Ve République de Montesquieu. J'aime beaucoup Montesquieu, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec Capitan. Il disait ce que Montesquieu n'a pas compris, c'est qu'il n'y a pas simplement un pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est un pouvoir soumis. C'est en réalité le pouvoir de l'administration. Et Capitan disait le pouvoir gouvernemental est d'un autre ordre. Parce que gouverner, ça veut dire indiquer l'orientation, définir le mouvement législatif. Capitan définissait le pouvoir gouvernemental comme un démembrement du pouvoir législatif, car il disait, sans pouvoir gouvernemental, le législatif, ça serait 600 initiatives parlementaires incohérentes, instantanées, ça ne formerait pas une véritable politique. Donc je crois que le pouvoir d'initiative, ce que d'ailleurs Sarkozy a formulé à sa manière assez bien en disant « le leader toujours en avant ». Bon, c'est une formule très sarkozienne, mais je crois qu'il a raison. Et donc je suis très gêné dans ce débat précisément par l'effacement officiel du président de la République. Je crois qu'il devait lui-même fournir la matière du débat, non pas le fermer, mais non pas l'enfermer, non pas le fermer, mais faire articuler par des gens, par des commissions compétentes, des projets cohérents, complets, qui seraient alors là soumis au débat, à la délibération, à la contre-proposition, éventuellement à la sanction référendaire, la façon de tourner la difficulté du référendum. Rappelez-moi la question, mais ma réponse est non. La façon de le tourner, c'est évidemment de faire un référendum à questions multiples. Mais enfin, ça pose le problème de cohérence que j'évoquais tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut avoir ça. Et là, le grand défaut de dire le gouvernement va regarder, le gouvernement va s'abstenir, le président va être indépendant, ça a deux conséquences. La première, c'est l'accusation de manipulation occulte. On dit c'est pas vrai, hein, il dit qu'il fait pas, il va faire. Donc on dit parce qu'il faut bien que quelqu'un forme ce débat et la formation occulte apparaîtra comme assez évidente. Et deuxièmement, ça met en cause même le principe de son pouvoir. Parce que qu'est-ce qui est en cause actuellement? C'est la légitimité de l'Assemblée nationale, c'est la légitimité du gouvernement, et c'est par-dessus tout la légitimité du président de la République. Eh bien, ce n'est pas en s'abstenant, en disant, écoutez, moi, je joue aux abonnés absents, on va voir ce qu'un peuple épars sur les ronds-points, etc., va produire, et puis je regarderai après. Non, je crois que le président devrait donner, à partir des grandes directions, des grands sujets qu'il a fixés, devrait donner vraiment des orientations cohérentes et qu'il devrait, je termine là-dessus, se consacrer à une chose en l'essentiel, une chose pour l'essentiel, c'est de revoir les modes de fonctionnement du pouvoir. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer avec un Parlement qui fonctionne comme il fonctionne. Nous avons besoin de proportionnel, nous avons besoin d'un règlement de l'Assemblée tout à fait différent, nous avons besoin de pouvoir accru du Sénat sur tout le volet territorial des compétences, nous avons besoin de partis politiques qui existent, on ne peut pas s'accommoder de la pyramide à l'envers qu'est la République en marche, il faut des partis au centre, à droite, à gauche, mais il faut des partis. Donc il y a toute une réflexion sur la décentralisation, tout cela c'est le cadre, c'est l'enveloppe, comme disait le général de Gaulle, la Constitution est une enveloppe, c'est le cadre, et c'est ce cadre-là que le président devrait mettre principalement en jeu dans le débat. Mais voilà ce que je veux dire, mieux distinguer les institutions. Bon, très bien. Vous avez raison, c'est pas la peine que je résume, c'était très clair. C'est la différence avec 2018, c'est que Jean-Louis Bourlange fait bref.
Alors Lucille Schmidt. Lucille Schmidt y va. Alors, moi, deux choses. D'abord, je voulais dire que lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, il venait des rangs du Parti socialiste et que même si peut-être certains ont voté pour lui à contre-cœur au deuxième tour, il y avait une attente par rapport à ses origines politiques sur le fait de penser le volet social de sa politique. Et ce qui me semble assez clair, c'est que dans la revendication des Gilets jaunes, il y a quelque chose qui montre en creux que la politique sociale, la pensée sociale d'Emmanuel Macron est profondément déficiente. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Lionel, je suis prête à en discuter même hors émission. Je pense que le fait qu'il y ait en septembre une présentation du plan pauvreté d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, rappelons-nous l'idée était de consacrer 8 milliards d'euros sur 4 ans à la lutte contre la pauvreté et que juste après, le mouvement des Gilets jaunes apparaisse et qu'à travers ces témoignages, qui sont des témoignages poignants, on ne peut pas y répondre seulement par des indicateurs macroéconomiques ou le taux de croissance. Les indicateurs, ils sont aussi individuels et c'est bien une des difficultés auxquelles sont confrontés les politiques, c'est que quand une mère, une famille monoparentale, c'est-à-dire une mère de famille seule avec 2, 3 enfants, qui peut être caissière quelque part, qui fait 2 heures de trajet par jour, voire 3, pour aller à son travail, qui gagne le SMIC, explique ce qu'il en est. Quelque part, ce témoignage politique est plus fort que tous les discours d'Emmanuel Macron. Il est individuel, il ne représente pas, par rapport aux 66 millions de Français, quelque chose en termes quantitatifs, mais il représente quelque chose en termes politiques. Donc nous avons en face de nous 2 langages, 2 mondes parallèles qui ne communiquent plus, et ça, je crois que c'est un point important. Et du coup, la question de comment Emmanuel Macron a réussi assez rapidement, mais pas seul, entouré aussi d'une bande de courtisans, à transformer ce qui représentait un espoir extrêmement fort en une forme de désespoir populaire, est quelque chose d'important à considérer. On ne peut pas seulement dire « la France va bien ». Je crois qu'il y a quelque chose autour de « la France va bien » et « la France va mal » en même temps, qui est à prendre en considération. La troisième chose que je voulais dire, c'est qu'évidemment, on n'a pas parlé de l'opposition, on n'a parlé que d'Emmanuel Macron, de Jean-Louis Bourlanges, des députés de La République En Marche. Il faut aussi parler du fait qu'on a affaire à une opposition qui est totalement nulle, c'est-à-dire qu'on a en face de nous une inanité parlementaire. Je ne sais pas si c'est de l'anomie, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est sauf qui peut, et en même temps, tirons sur Emmanuel Macron comme si c'était un programme. Donc la vérité, c'est que tous les sondages disent que, par exemple, les Français, dans leur écrasante majorité, suivent les Gilets jaunes et rééliraient Emmanuel Macron. Donc c'est ça aussi l'espèce de contradiction et de paradoxe auquel nous avons à faire face. Nous sommes devant une situation où il n'y a pas qui que ce soit pour remplacer Emmanuel Macron, et en même temps, il y a une montée populaire qui est à la fois sociale et démocratique. La question du référendum d'initiative citoyenne, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, quand le Premier ministre dit « j'y serais favorable dans certaines conditions », il a quelque part une assez bonne intuition sur l'idée qu'il faut proposer aussi une réponse institutionnelle et pas seulement des mesures, genre, il a donné quand même 10 milliards d'euros du jour au lendemain. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un acte neuf des Gilets jaunes. Donc il y a un moment où la question qui est en cause n'est pas seulement l'argent ni le pouvoir d'achat. Lionel Sinsou. Oui, alors je vais persister et signer. C'est-à-dire que non seulement c'est clairement parce que le pays va beaucoup mieux, donc je suis vraiment tout à fait à l'inverse du tableau de mon excellent ami Nicolas Bavresse, c'est parce que le pays va beaucoup mieux que ceux qui ne vont pas mieux par rapport à la moyenne, sont dans une situation intolérable et, au fond, créent ce désordre social parce que être les exclus d'une prospérité qui se reconstitue, c'est bien pire que d'être solidaire dans l'adversité. Et là où je repersiste et je resigne, c'est que dans les situations d'anomie, les réformes elles-mêmes créent des désordres sociaux considérables. Pourquoi ? Parce que dans une situation anormale, anomique, de désordre social, on perd ses repères dès lors qu'on ne sait pas vers où on va. Et c'est là que le débat est très important, puisqu'il va falloir réfléchir sur où va-t-on. Quand on est dans une situation où le programme, c'est la réforme permanente, et d'ailleurs, quel qu'eût été le vainqueur de l'élection présidentielle, on aurait été dans les réformes Fillon, dans le renversement de la table par Marine Le Pen. De toute façon, on avait comme programme en 2017 des réformes avec un sentiment que le pays avait un très grand besoin de réformes. Nous avons donc des réformes en permanence, qui veulent dire qu'on ne sait pas combien on va gagner fin janvier parce qu'il y a la réforme du prélèvement à la source, qu'on ne sait pas quelle retraite on aura parce que nous nous engageons dans une année de retraite, qu'on ne sait pas ce que sera l'indemnisation du chômage, ni ce que sera le niveau du chômage parce qu'on s'engage dans une réforme sur le chômage. Ça va être beaucoup de catégories
de revenus d'activité, revenus d'indemnisation du chômage, sur lesquels nous avons désormais un flou que nous allons réformer. Tout ça va être réformé pour un mieux, mais enfin, pour l'instant, on n'a plus de repères. Quand on n'a plus de repères dans une situation d'anomie, s'ouvrent des attentes considérables. Et ce que Durkheim appelait le mal de l'infini, c'est-à-dire il y a désormais, parce qu'on a perdu les repères, puisqu'on est en situation de réforme tous azimuts, dans une attente qui fait qu'on peut avoir n'importe quel type de revendication, puisqu'on n'a plus des éléments de régulation sociale. Donc oui, c'est parce que nous sommes en progrès social accéléré, mais exclusif pour certaines catégories, et parce que nous sommes en réforme pour accélérer ce progrès social, mais que ce faisant, on entre dans ce mal de l'infini, on rentre dans cette impossibilité de savoir où sont nos repères. Et on entre à ce moment-là dans une situation de désordre social confus. Nicolas Bavrez ? Je crois très important de ce qui a été dit sur finalement cette République du vide. C'est pour ça que c'est une situation dangereuse. D'abord, il est bien vrai que la France se trouve dans la situation maintenant de la plupart des démocraties. Donc il y a eu cette illusion de 2017 qui a fait penser qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, nous allions finalement être immunisés contre l'onde de choc populiste. Les Gilets jaunes nous montrent que, évidemment, la France n'est pas immunisée. Elle n'était pas immunisée ni contre l'extrême droite ni contre l'extrême gauche, et elle n'est pas immunisée contre cette forme très particulière de jacquerie fiscale qui appartient à notre histoire nationale. La caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'extrême concentration de la charge contre le président de la République et les institutions, et une crise, comme on l'a dit, qui touche à la fois les valeurs, les institutions et les mœurs, avec quand même l'installation d'un climat de quasi-guerre civile. Et c'est vrai que l'autre côté très préoccupant, c'est que généralement, il y avait des alternatives à l'intérieur des partis dits de gouvernement. Aujourd'hui, les seules alternatives qui existent potentiellement à Emmanuel Macron, c'est soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. D'où, je le répète, la seule manière d'en sortir de façon positive, c'est d'avoir une remise en question, un aggiornamento très profond d'Emmanuel Macron sur la manière dont il a construit son mode de pouvoir. Ça a été dit par Jean-Louis sur le respect du Parlement, le respect de la vie politique, de ce que c'est que des partis, le respect des élus, et le fait de travailler sur un certain nombre de pactes. La partie économique et sociale a été mentionnée, mais j'insiste, il y a une partie territoriale très importante. C'est vrai que un nouvel acte de la décentralisation est indispensable. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire plus de responsabilités pour les élus, mais en même temps un encadrement strict, notamment financier, pour éviter les dérapages. Il faut travailler sur l'accès aux services publics, et puis ce nouveau pacte citoyen et la manière de refaire la nation. C'est ça qui devrait être au cœur aujourd'hui de la reconstruction de la relation entre les citoyens et la démocratie. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois, Lucile, que ce ne sont pas les plus pauvres qui sont en cause dans cette affaire. Ça apparaît très clairement. D'ailleurs, je pense que si c'était les banlieues, très franchement, si c'était les banlieues, les beurs, etc., qui avaient fait à moitié de ce qu'ont fait les Gilets jaunes, la réaction aurait été un peu plus forte, un peu plus vive, et l'affaire serait rentrée dans l'ordre, si je puis dire, beaucoup plus vite. Je crois qu'il faut aussi bien voir ça. Ce ne sont pas les populations les plus en détresse qui ont manifesté, ce qui ne veut pas dire que leur détresse ne soit pas profondément significative et ne doivent pas être prises en compte. Donc c'est pourquoi je suis beaucoup plus sensible aux arguments sur l'anomie, sur le manque de normes, sur le fait que les gens ne savent plus dans quelle société ils sont, ils ne savent plus dans quel pays ils sont, ils ne savent plus ce qu'est la France par rapport à l'Europe, ce qu'est l'Europe par rapport au monde, ils ne savent plus ce qu'est l'Alliance Atlantique, ils ne savent plus tout un ensemble de choses
et effectivement, en plus des remarques sur l'insécurité, sur le revenu, etc., que faisait Lionel, il y a une très grande inquiétude. Ils savent simplement qu'ils vont être confrontés à des Indiens, à des Chinois, à des Africains qui sont sans doute plus dynamiques, qui sont aussi intelligents, sinon plus intelligents qu'eux, alors qu'avant on croyait qu'on n'avait pas de pétrole, mais etc. C'est pas vrai. Bon, on n'a pas de pétrole toujours, mais on n'a pas plus d'idées que les autres, loin de là. Donc tout ça crée une très grande inquiétude. Et quand on voit le système social, c'est là où on voit que c'est quand même limité, parce que regardez le chômage. Sur les trois choses, nous sommes des trois pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, nous sommes le pays où l'indemnité de chômage est la plus forte et la plus longue et la moins conditionnée par des contraintes de réembauche. Bon, c'est ça. Si on changeait tout cela, on gagnerait du pognon, comme dirait l'autre. Mais ça serait effectivement un choc très important. Le système la situation des personnes âgées, on voit très bien. L'OCDE a publié, le directeur des affaires économiques de l'OCDE a publié récemment un papier dans les Échos, je crois, où il montrait très parfaitement que les Français étaient ceux qui connaissaient le moindre décrochage de leurs revenus de retraite par rapport à leurs revenus d'activité, qu'ils avaient en moyenne des revenus plus élevés que les actifs et qu'ils avaient évidemment un patrimoine supérieur. Ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas dans des situations difficiles. Mais quand je vois effectivement un gilet jaune de Mayenne, une dame qui dit « j'ai 2000 € en Mayenne, je peux pas vivre », là ça pose un problème parce que de toute manière le niveau du PIB divisé par l'ensemble des habitants, ça permet pas d'arriver à des mutations très profonde. Donc ce n'est pas une situation, c'est une situation d'inégalité ressentie, d'injustice ressentie, mais ça ne débouche pas précisément sur une analyse, sur un diagnostic réel. Alors, moi, je crois... Alors, une dernière remarque. Ce qui me trouble, c'est que je n'ai pas vu depuis 2 mois une seule proposition véritablement entraînante, véritablement capable de changer les choses. La comparaison, Lionel, implicitement, et il avait parfaitement raison, les références de Lionel, c'était l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville. Car toute l'analyse que fait Lionel, c'est effectivement la même que celle que Tocqueville fait en disant c'est pas quand les choses vont de mal en pis qu'elles sont le plus mal ressenties, c'est au contraire quand elles s'améliorent. Mais la grande différence entre la situation de la fin du XVIIIe siècle, c'est que les gens du XVIIIe siècle étaient portés par une vision extrêmement cohérente d'un ordre social différent. Là, c'était vraiment le nouveau monde par rapport à l'ancien monde. Il y avait quand même derrière eux Voltaire, Montesquieu, Rousseau, tout le mouvement encyclopédiste, toutes les sociétés de pensée analysées par Cochin, le qu'est-ce que le tiers-état de Sieyès, tout ça était porteur d'une vision extraordinairement cohérente, sans doute d'ailleurs exagérément dogmatique, ce qui a provoqué des problèmes. Là, on est dans une situation de vide profond, de désespoir individualiste. La crise de la démocratie représentative, je peux la résumer de la façon suivante. Je ne peux pas supporter la démocratie représentative parce qu'elle introduit une distance insupportable entre moi et les décisions qui s'appliquent à moi. C'est ça le problème. Bon, et là, on n'en sort pas. Donc, il faut vraiment retricoter l'affaire dans son ensemble et donc avoir une position qui est décalée par rapport aux revendications que nous entendons. Et à partir du moment où on est dans cette situation décalée, on est dans une situation de mise en suspicion. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous décalions un peu de nous-mêmes et que nous nous intéressions à la situation en Europe pour laquelle 2019 pourrait bien être une sorte d'annus horribilis. Depuis le 1er janvier, c'est la Roumanie qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une durée 6 mois. Le pays est agité par le projet d'une réforme judiciaire qui permettrait notamment de gracier des individus accusés de corruption. Cette réforme est proposée par Liviu Dragnea, qui est actuellement à la tête du Parti social-démocrate roumain et qui est lui-même accusé de détournement massif de fonds européens. La Roumanie n'est pas le seul pays de l'Union à faire aujourd'hui fi des règles démocratiques européennes. La Hongrie et la Pologne ont multiplié ces dernières années les atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire et s'en sont pris aux organes anticorruption. Toutefois, depuis quelques mois, ces gouvernements sont défiés par leur propre opinion publique. La Hongrie, par exemple, connaît un fort mouvement hostile à la réforme du temps de travail instaurée par le gouvernement de Viktor Orban à la mi-décembre.
Au sud de l'Europe, les courants anti-européens ou populistes sont vivaces. Aux élections régionales de décembre, la deuxième plus grande et plus peuplée des 17 communautés autonomes d'Espagne, l'Andalousie, a mis fin à 36 ans de pouvoir socialiste, grâce au soutien du parti d'extrême droite Vox, qui a remporté 12 sièges. Quant à l'Italie, après avoir affiché son soutien aux Gilets jaunes la semaine dernière, son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, cherche à forger des alliances entre extrême droite et droite dure en vue des élections européennes. En témoigne son récent déplacement à Varsovie pour y rencontrer les dirigeants du parti Droit et Justice, actuellement au pouvoir en Pologne. C'est dans ce contexte que l'Union européenne va devoir affronter en cette année 2019 un agenda chargé auquel figure le Brexit, dont la date est fixée au 29 mars prochain si les négociations entre Theresa May et son Parlement aboutissent, ainsi que les élections européennes qui se tiendront les 23 et 26 mai prochains dans 27 États membres et à l'issue desquels 705 députés seront élus. Sur cette question, Nicolas Bavrez. D'abord, sur l'agenda, c'est vrai que c'est une année décisive pour l'Europe. Il y a un troisième événement qui est très important, en plus du Brexit, dont on va voir dès le 15 janvier quel tour il prend. Et si c'est le tour d'un nouveau référendum, d'une absence d'accord ou de nouvelles élections législatives au Royaume-Uni. Au-delà aussi des élections européennes, il y a un troisième événement qui est très important, c'est la succession de Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne. Il ne faut jamais oublier que c'est Mario Draghi qui a sauvé l'Europe en 2015, après les erreurs multiples de son prédécesseur, M. Trichet, et que c'est Mario Draghi qui a piloté la stratégie du quantitative easing et la baisse des taux, voire même les taux négatifs, qui ont permis finalement d'assurer la survie de la monnaie unique. Donc sa succession est un élément qui est très important. Il ne faut jamais oublier que dans le système européen, l'homme qui a le plus de pouvoir, c'est le président de la Banque centrale européenne. Alors, la situation de l'Europe, c'est vrai que là aussi, il y a une part de grande difficulté, une situation un peu désespérante. Donc, en 2017, l'idée était née avec l'élection d'Emmanuel Macron, qu'on avait une sorte de coup d'arrêt au populisme et que réforme de la France, refondation de l'Europe allait fonctionner de concert. Tout ceci, donc, s'est bloqué totalement en 2018, la réforme de la France avec les Gilets jaunes, et puis la refondation de l'Europe avec les avatars et la fin de cycle politique de Madame Merkel, plus la poussée populiste en Italie et ailleurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une position qui est l'inverse de 2017, c'est-à-dire remonter des risques, le risque économique avec une croissance qui va diminuer autour de 1,5%, et puis des difficultés qui viennent aussi du fait que l'Europe devient la variable d'ajustement de la guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine. Des risques évidemment aussi politiques. Au-delà des élections européennes, c'est frappant de voir qu'après l'Allemagne, un autre pays qu'on croyait immunisé contre l'extrême droite et qui était l'Espagne, se trouve avec le mouvement Vox, et que par ailleurs, on voit se créer ce début d'international de la démocratie libérale entre l'Italie, Orban et les pays du groupe de Visegrad. Donc remontée des risques d'un côté et paralysie de l'Union de l'autre à cause de cette divergence sur les valeurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette élection européenne, elle est très importante. Elle peut aussi être une chance parce que d'une certaine manière, ça sera la première élection qui va vraiment parler d'Europe, qui va parler de ses valeurs et du projet. Dans les sources d'espoir, je crois jusqu'à présent, les populismes ont eu effectivement beaucoup de champs et d'espace qui a été donné par la faiblesse des partis traditionnels. Et le fait que beaucoup de partis traditionnels étaient tétanisés. Ce qui a été dit est vrai, c'est que si vous les regardez froidement, ces populismes, eux aussi commencent à être dans la tempête. Si vous regardez le Brexit, c'est quand même une catastrophe, un chaos inouï pour le Royaume-Uni qui va sortir complètement brisé économiquement, socialement, politiquement de cette aventure complètement déraisonnable. Regardons les Italiens. Si vous voulez, le fait que c'est quand même l'Europe qui finance l'Italie à travers la garantie sur l'euro fait que le gouvernement anti-système a dû beaucoup moduler sa position. C'est payé évidemment d'une grande agressivité envers la France. Et par ailleurs, l'extrême droite plafonne quand même dans un certain nombre de pays. Donc,
les populismes n'ont pas forcément une victoire assurée. Tout ceci dépendra de la capacité, là encore, à réinventer le projet européen. Et on ne peut le réinventer qu'autour de la souveraineté et de la sécurité, qui sont des demandes prioritaires des citoyens. Donc là encore, seule une Europe politique peut permettre de nous sortir de la crise. Lionel Zinsou. Oui, je crois qu'il faudrait quand même que l'esprit public ne devienne pas une sorte de petit commerce de la peur et de l'angoisse. Donc après l'angoisse de la guerre civile, la grande distribution de la peur et de l'angoisse, pardon. Donc après la guerre civile de tout à l'heure, attendez, la guerre civile, on ne fait pas la guerre civile sur rendez-vous le samedi entre 7h du matin et 19h, où il faut rentrer pour l'apéritif et pour regarder sur BFM TV le résultat de la journée. Et puis, pendant 6 jours, tout le monde s'adapte, tout le monde fait ses courses, on fait le réveillon, etc. Puis le 7e jour, on refait la guerre civile de 7h à 19h. Ça n'a rien à voir avec une guerre civile. Quand 8000 personnes ont traversé Paris d'est en ouest hier, on ne fait pas la guerre civile à 8000 contre 66 millions. Donc, non, on faisait même les soldes. Donc, faire un tout petit peu attention à la grande distribution des peurs. Alors maintenant, on peut appliquer la peur à l'Europe. Non, l'Union européenne n'est pas la variable d'ajustement d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'Union européenne est la première puissance internationale en termes d'échanges, en termes d'investissement, en termes d'échanges de marchandises, en termes de flux financiers. La toute première. Non, les États-Unis ne sont pas capables de faire basculer le monde et l'Union européenne parce qu'ils font une guerre commerciale avec la Chine, qui est d'ailleurs objectivement en train de se régler parce qu'elle a trop de conséquences négatives sur l'économie américaine. Non, parce que les exportations des États-Unis, ça n'est que l'addition des exportations françaises et allemandes. C'est-à-dire que c'est une fraction faible de ce que représente l'Union européenne. Donc nous ne sommes pas une variable d'ajustement, nous sommes la puissance numéro 1 de l'échange international. Et ça va rester le cas, ça va même s'amplifier en 2019. Donc il ne faut pas plaisanter sur les forces de l'Union européenne pour résister. Par ailleurs, Eurostat vient de faire toute une série en novembre de sondages sur le sentiment pro-européen. On a rassemblé toute une série de think tanks à la Sorbonne mi-novembre. En regardant avec des think tanks européens, ces chiffres, ils sont sidérants, ces chiffres. On n'a jamais atteint, avant novembre dernier, un niveau d'adhésion à l'Europe, et même à l'intérieur de la zone euro, d'adhésion à l'euro, plus élevé. Dans aucun pays. On est en avance, on est au plus haut historique de l'adhésion aux valeurs de l'Europe, au projet de l'Europe. Le plus haut historique. Alors évidemment, ça va être assez singulier, puisque la France, qui elle-même est à son plus haut niveau historique d'adhésion au projet européen, va voter probablement pour 2 extrêmes, plus éventuellement une liste de guerre civile, une liste de gilets jaunes. Donc on aura 12 députés européens gilets jaunes pour faire la guerre civile à Strasbourg. Mais en attendant, on va avoir curieusement probablement un total de voix sur des partis anti-européens qui sera supérieur à la majorité, ce qui va être extrêmement troublant, et ça va être un des chocs en ce qui concerne l'Europe du printemps prochain. Il n'empêche, on est au niveau le plus élevé de l'addition, et ce dans chacun des pays européens. Lucille Schmitt. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que l'attachement à l'Europe ne signifie pas l'attachement à cette Europe-là, à ces institutions européennes-là. C'est-à-dire que je crois que le sentiment européen est très fort. Je crois qu'il progresse d'autant plus d'une certaine manière que le débat sur être contre l'Europe existe. Et d'ailleurs, le paradoxe du Brexit, c'est qu'on n'a jamais vu des manifestations aussi fortes depuis les manifestations contre la guerre en Irak que depuis qu'il y a le Brexit. C'est-à-dire que les Remainers, ceux qui ont décidé de se mobiliser pour l'Europe,
au Royaume-Uni, ce qui est quand même une sorte de paradoxe, puisqu'on sait bien que la place du Royaume-Uni en Europe a toujours été une place particulière et un petit peu en dehors, ou un petit peu, toujours très critique, I want my money back, c'est depuis que l'idée de quitter l'Europe est explicite, et l'idée même d'un deuxième référendum, qui semblait quelque chose quand même de totalement exotique, est en train de progresser et de devenir réaliste. Donc c'est un des paradoxes, et moi je me rappelle de 2005, lorsqu'il y avait la campagne pour ou contre le traité constitutionnel européen. À ce moment-là, le sentiment pro-européen, y compris de ceux qui ont voté non, mais qui ne voulaient pas de cette Europe-là, était posée. Donc la question qui est devant nous aujourd'hui, c'est quel type d'Europe sera défendu par quelle liste, et y compris par des listes qui se diront pro-européennes, mais qui diront il faut réformer les institutions. Quand Nicolas nous dit, au fond, c'est Mario Draghi qui est le principal personnage politique de l'Union européenne, c'est une vraie question. Pourquoi n'est-ce pas Jean-Claude Juncker? Et d'ailleurs, tant mieux si c'est Mario Draghi et pas Jean-Claude Juncker. Mais la question qui est posée, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on a un président du gouvernement de l'Europe qui est quelqu'un d'aussi peut-être très politicien, peut-être très habile, mais en tout cas qui ne brille pas par son charisme. Donc la question... C'est très injuste, mais je suis sûre que là-dessus, on va avoir une discussion forte avec Jean-Louis. Donc, la question qui est posée... Forte, mais bref. Mais bref. La question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'au niveau institutionnel, on vient de le dire d'ailleurs pour Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces voix de l'Europe? L'Europe, quel numéro de téléphone? Ça continue à être vrai. Donc, Kissinger, de quand ça date? Des années 70. Je voulais juste terminer par un petit témoignage. J'étais en Pologne, où a eu lieu la COP24. Et comme vous le savez, l'Union européenne a toujours été extrêmement forte, tranchante dans ses négociations climatiques. Elle n'a jamais été aussi absente qu'en décembre, au moment de cette COP24, alors même que la planète brûle. Donc le sujet qui est devant nous, c'est aussi comment est-ce que l'Europe défend un projet politique hors de ses frontières et au fond créer un visage de cette mondialisation, un visage humain à laquelle nous aspirons tellement. Arrêtons de tenir des conférences climatiques dans le pays le plus climato-sceptique de l'Europe. On est aussi dans cette espèce de volonté de ne pas aborder les questions politiques, qui sont des questions qui clivent au niveau de l'Union européenne. Il faut en finir avec cette Europe du flou. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis toujours gêné face aux questions sur l'Europe, parce que je crois à la profondeur de la crise. Et quelles que soient les enquêtes d'opinion, parce que les gens sont spontanément pro-européens, de même qu'ils ils sont pour la paix, pas pour la guerre, etc. Mais ça n'a pas forcément des conséquences effectives. Et d'ailleurs, on le voit bien sur le plan électoral. Et en même temps, je suis quand même extrêmement réservé sur les critiques adressées à l'Union européenne en tant que telle. Parce qu'il me semble que s'en prendre à l'Union européenne, c'est comme si les membres du SCI s'en prenaient à la SCI, alors que c'est eux les propriétaires de l'appartement en question. Et donc, ce sont les États, les gouvernements, des gouvernements élus dans des conditions démocratiques par des peuples et dans le cadre de partis tout à fait qui ont pignon sur rue. Donc, je crois qu'il y a une façon de se défausser sur l'Union européenne, de même qu'on dit il faut que l'État cesse de vivre au-dessus de ses moyens, comme si le déficit budgétaire n'était pas d'abord l'ensemble des dépenses de transfert qui sont mal organisées en France, et non pas le fait que le président de la République gagne ou fasse une piscine ou pas de piscine à Brégançon, ce qui est totalement dérisoire. Donc je crois qu'on est dans une difficulté. Moi, il me semble que l'Europe, pas l'Union européenne, mais l'Europe est profondément en crise. Non pas en crise sur les termes qu'emploie Lionel, c'est-à-dire les indices, les potentiels économiques, les potentialités économiques, tout ça est vrai, mais en crise morale. Elle a, comme on dit aux États-Unis, un problème de destinée manifeste qui est évident. Alors cette crise, elle vient de loin. Crise des partis. Dès le milieu des années 90, on a un effondrement des partis libéraux sociaux européens qui ont dominé depuis 50. Crise des institutions. Dès le traité de Nice, on a une remise en cause des systèmes communautaires qui avaient été assez parfaitement peaufinés, notamment à Maastricht, au profit de ce qui est, en fait, un système souverainiste. Car maintenant, toutes les décisions importantes sont prises par le Conseil européen, Conseil dit de la dernière chance, 35 conseils de la dernière chance successifs,
en absence totale. D'ailleurs, Mme Merkel avait théorisé ça, en opposant la méthode de l'Union, c'est-à-dire la méthode intergouvernementale, à la méthode communautaire. Crise du modèle économique. On a fonctionné depuis 50 sur un modèle économique keynésien modéré. On voit bien que depuis le milieu des années 90, et plus encore avec la crise, on a une opposition de plus en plus dure entre un keynésianisme échevelé, d'un côté porté par une gauche de plus en plus radicale, et un ordolibéralisme de plus en plus réticent au transfert. Crise du modèle international. C'est quand même une crise très importante. On vivait dans un système à coulisses issu d'Yalta où l'Europe était cohérente entre elles, adossée aux États-Unis et menait un combat contre les méchants, contre l'empire du mal. Maintenant, c'est fini. On n'a plus de solidarité atlantique véritable. On a un condominium hostile américano-chinois qui semble s'organiser sur notre dos, et plus les Russes. Et nous sommes totalement divisés sur la façon d'aborder cette affaire-là. Enfin, crise de la démocratie. Il se passe quand même ce qu'on a reconstruit l'Europe dans les années 50 sur un pacte libéral et démocratique. Après la période, maintenant, il est sévèrement mis en cause à l'est et même au sud de l'Europe. Donc, ce qui caractérise la situation, c'est le dissensus, pas la guerre civile, mais le dissensus et l'incapacité à former, à définir entre nous une ligne commune. Alors, ce qui me rassure un peu et ce qui va dans le sens de ce qui a été dit sur les institutions, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui résiste, qui a résisté, c'est effectivement la Banque centrale européenne. Je serais moins sévère pour Trichet que mon ami Nicolas. Je crois que Draghi a exploité, indépendamment des gestions conjoncturelles, a mis en place quelque chose qui était dans la ligne de ce qu'avait fini par faire Trichet. Mais ce qui me paraît frappant, c'est que cette institution, la Banque centrale européenne, qui a joué son rôle, qui est la seule institution européenne qui n'a pas été la mouche du coche, mais le coche, le cheval du coche, elle a tiré le coche, cette institution est respectée. Tous les populistes de droite ou de gauche sont obligés de s'incliner devant la réalité de l'union monétaire, non pas qu'ils aiment, mais ils le reconnaissent. Ils reconnaissent son effectivité, son intérêt, sa puissance. Et donc je me dis, et c'est là le paradoxe dans lequel nous sommes, que dans ce qu'on appelle le déficit démocratique, ce qui manque à l'Europe, ce n'est pas le démos, parce qu'effectivement, M. Draghi, il est choisi un peu comme ça, et que les institutions, y compris Juncker, sont choisies de façon parfaitement démocratique. Mais ce qui manque, c'est le kratos, l'effectivité, la capacité à agir, le fait de faire de l'Europe autre chose que la mouche du coche. Et là, c'est le paradoxe absolu, c'est qu'il faudrait donc un pouvoir institutionnel fort, mais que le malheur, le malaise et la frustration qui secouent nos opinions les conduisent au contraire à se claquemurer dans des solidarités de plus en plus étroites, dont la solidarité finale est la ZAD. Donc, le développement de ce paradoxe dans le BADA, c'est-à-dire les échanges avec le public, fini, d'ailleurs, qui suivront cette émission, car l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Personnellement, je l'inaugurerai en recommandant à tous ceux qui ont aimé cette émission que je trouvais formidable, qui est née à la télévision belge et qui s'est ensuite propagée sur la télévision française, sur la chaîne FR3 à l'époque. L'émission s'appelait Striptease et son producteur, son concepteur, son espèce de pirlouite avec cette espèce de génie particulièrement belge, je dirais, de l'humour et d'une insolence bon enfant, j'ai nommé Marco Laminche, publie un livre qui à la fois reprend ce qu'a été Striptease, en raconte la genèse, les développements, et qui, pour tous ceux qui ont aimé cette émission, qui d'ailleurs est disponible en DVD, en font revivre les meilleurs moments. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander d'abord la lecture du livre de Salman Rushdie, La Maison Golden. C'est une espèce de conte, une fantaisie qui parcourt les États-Unis et les années Obama et les années Trump. Et ce livre est un excellent roman et qui dit beaucoup à la fois sur l'Inde et les États-Unis. Et puis, vous recommandez aussi d'aller voir le film Leto sur le groupe de rock russe Underground Kino dans les années 80. Le réalisateur a été emprisonné par Vladimir Poutine
Poutine. Le film a été fini par son équipe et c'est un film qui est tout à fait intéressant, avec peu de moyens, mais beaucoup d'intelligence. C'est une grande réussite et je pense que les gens que Poutine emprisonne méritent par ailleurs d'être soutenus. Lionel Zinsou. Moi, je recommanderais bien d'aller sur un site, le site d'une association qui s'appelle ECHO, Éco-Citoyen, Éco, E-C-H-O, qui est une association qui a énormément travaillé sur les moyens et les expériences nombreuses de la démocratie directe, les garde-fous nécessaires, les méthodes, comment rendre un référendum d'initiative citoyenne relativement protégé, sécurisé, comment le rendre efficace, comment faire en sorte qu'une démocratie participative, avec de très nombreux exemples internationaux, soit efficace. Allez sur ce site, vous verrez que ça va nourrir le grand débat et qu'il y a beaucoup de moyens connus d'améliorer la démocratie participative. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander la lecture d'un roman. C'est un roman de Jean Rollin qui s'appelle Le Traquet kurde, qui est absolument passionnant. Alors Jean Rollin, vous le savez peut-être, il adore l'ornithologie, il parle beaucoup d'oiseaux en fait dans ses romans. Et ce qui est assez extraordinaire, le Traquet kurde, donc c'est un petit oiseau qui se retrouve au sommet du Puy-de-Dôme. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers cette destinée, cet itinéraire d'un oiseau, évidemment, on se repenche sur la question kurde et on se repenche sur le lien finalement entre la migration humaine et la migration ornithologique. Ça, je trouve ça assez superbe. Et ensuite, ce qui est passionnant dans ce livre, au moment où on s'interroge sur le Brexit, sur l'histoire du Royaume-Uni, c'est qu'on revient sur l'histoire impériale, en fait, de la Grande-Bretagne, et on voit à travers des grandes figures, dont celle de Laurence d'Arabie, Laurence d'Arabie, le Traquet kurde, tout ça est au fond une manière de raconter la mondialisation romanesque, mais qui manque terriblement aujourd'hui à notre manière de le raconter politiquement. Ce roman de Jean Rollin a d'ailleurs reçu le prix Alexandre Vialat. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, cette année, Glénat a republié en hommage à Pétillon l'enquête corse et le meilleur des histoires courtes du détective improbable qui était Jacques Palmer. Et ceux qui lisaient et qui lisent toujours Le Canard enchaîné ont ressenti un immense vide avec la disparition de Pétillon, et je trouve qu'il est tout à fait sain et heureux qu'on ait republié cette enquête corse. Je l'ai relu, et je dois dire que j'ai été ressaisi comme par le même enthousiasme, la même hilarité, la même fantastique adhésion que quand je l'avais lu la première fois. C'est une lecture, une vision de la Corse qui est absolument hilarante, mais qui a deux caractéristiques. Elle est d'abord, elle est sans complaisance à l'égard des Corses, dont elle montre les travers, mais elle est également extrêmement pleine de tendresse pour les Corses. Et à l'inverse, s'agissant des continentaux, eh bien, il n'y a aucune sorte d'acrimonie, de justification d'acrimonie dans la condamnation des Corses, car les continentaux sont présentés eux-mêmes, que ce soit les policiers, les touristes, ceux qui payent l'impôt révolutionnaire, comme de pauvres vers. Donc tout le monde en prend pour son grade, et en même temps c'est un numéro d'ethnographie amusant, d'ethnographie humoristique, absolument formidable. Tout le monde en prend pour son grade, les mais tout le monde a références la de sympathie l'ensemble pour ça. de nos recommandations sont sur notre site. Je vous rappelle que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui est consacré cette semaine à la France de Houellebecq, puisque l'année 2019 s'ouvre en littérature avec la parution de Sérotonine, le dernier roman d'Udi Michel Houellebecq, et que cette fiction nous plonge dans le réel en nous confrontant à une révolte d'agriculteurs en proie à la mondialisation. C'est donc un pays pulvérisé par le libéralisme que entend décrire Michel Houellebecq. Cette émission a été préparée avec Charlotte Montier. Je remercie l'école alsacienne qui nous a accueillis et Christian Saury, ainsi que Charles Dessila, grâce à qui cette émission est retransmise. Nouvelles écoutes, notre producteur, et Julien Neuville. Et je remercie aussi le public dont le nombre et l'attention est pour nous un constant et tonique soutien. Merci.